l'INSEP présente Sport Équilibre. L'amélioration de la performance sportive repose sur de nombreux paramètres. Parmi ceux-ci, les facteurs socio-culturels. C'est ainsi que la sociologue et responsable de la thématique équilibre de vie à l'INSEP, Hélène Joncheret, mène des recherches sur le nécessaire équilibre de vie que doit atteindre un sportif de haut niveau pour se trouver dans une situation athlétique mais aussi personnelle optimale pour être performant. Bienvenue dans l'univers de la sociologie de la performance sportive, nous vous présentons Sport Équilibre. Épisode 1. En quoi consiste l'équilibre de vie du sportif ? J'ai le plaisir de recevoir Hélène Joncheret. Alors Hélène, tu es responsable du thème équilibre de vie du sportif de haut niveau au laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain. Alors Hélène, est-ce que tu peux dans un premier temps résumer un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors ça fait 6 ans, un petit peu plus de 6 ans moi que je suis arrivée à l'INSEP sur un poste de chercheur en sciences sociales appliquées à la haute performance. Et puis dans la foulée d'ailleurs, j'ai été quasiment responsable du thème équilibre de vie. Et avant, j'ai réalisé 10 années de maître de conférence à l'université Paris-Cité et l'université de Valenciennes, en STAPS. J'ai mis le pied, je dirais, dans la recherche associée au monde de la haute performance lors d'une expérience assez courte à la Fédération française de rugby où j'étais responsable de la cellule recherche. C'était un petit concours de circonstances. Il y avait la Coupe du Monde qui arrivait à l'époque et j'ai proposé ma candidature qui a mis un petit peu de temps à arriver sur le bon bureau. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai eu cette opportunité qui a duré quelques mois puisqu'après on m'a proposé, j'ai obtenu un poste de maître de conférence. Mais ça m'a permis de voir que quelque chose que je souhaitais faire depuis un certain temps, c'est-à-dire associer des recherches scientifiques au sport de haute performance, était possible. Et pas uniquement justement dans le monde de l'enseignement et de la recherche, c'est-à-dire à l'université. Je peux revenir encore un peu plus en arrière si tu le souhaites. Donc j'ai effectué des études en STAPS à l'université Paris-Cité et puis après j'ai bifurqué en sociologie, toujours à Paris-Cité qui s'appelait Paris-Descartes et c'était à la Sorbonne. J'ai eu la chance de réaliser une thèse en co-tutelle avec la France et l'Australie. Et puis encore un petit peu avant, j'ai été sportive de haut niveau, mais ça c'était un concours de circonstances. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui était entre guillemets constructif ou recherché dans ma carrière. J'en ai fait dans une discipline assez méconnue et dans laquelle il y a très peu de pratiquants, surtout en France, c'est le softball. Donc softball, c'est pour balle molle, c'est un sport qui a été créé pour jouer au baseball dans les gymnases l'hiver et éviter d'abîmer l'intérieur des gymnases, donc avec une balle molle et qui se joue maintenant parfois avec des balles dures ou des balles molles en extérieur, qui est un sport que l'on attribue souvent aux femmes, à la pratique des femmes et qui est en réalité un sport soit masculin, soit féminin ou encore mixte. Pour poursuivre sur l'aspect sportif, j'ai joué au rugby pendant 10 ans et là aussi ça a été un concours de circonstances. C'était une pratique qui m'a été imposée lorsque je suis arrivée en STAPS. Et si je reviens un tout petit peu en arrière et puis après je vais m'arrêter, j'ai toujours été passionnée de sciences, mais plutôt de sciences de la vie et de sport. Et en STAPS, j'ai eu la chance de découvrir des disciplines scientifiques au sujet desquelles je n'avais jamais été formée, la sociologie, la psychologie. J'ai longuement hésité entre ces deux sciences humaines et sociales, et puis finalement j'ai choisi la sociologie. On a parlé de l'équilibre de vie du sportif. En quoi ça consiste exactement ? Au sein du laboratoire Sport, Expertise et Performance, on a imaginé cet équilibre de vie, en tous les cas étudier l'équilibre de vie en s'appuyant sur différentes approches scientifiques. À la fois la psychologie, que l'on associe souvent assez facilement à l'équilibre de vie, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il faut être bien mentalement, entre guillemets, pour performer. À la fois également des éléments physiologiques qu'on a rattachés au sommeil et à la nutrition. Donc avoir un sommeil optimal pour performer au mieux, pour récupérer au mieux. Et puis c'est un petit peu le même process avec la nutrition, l'hydratation. Et enfin, sociologiquement, ça c'est un petit peu moins connu. Je dirais, on n'en est plus au balbutiement, mais c'est quand même assez récent de s'intéresser à la part des facteurs sociaux dans l'optimisation de la performance. Et là, pour le dire de façon assez courte, parce qu'on en reparlera peut-être par la suite, on s'intéresse à l'environnement des sportifs et on fait en sorte qu'il soit optimal. Donc ça peut être par exemple le nombre d'heures de formation, la localisation de la formation, toutes les choses du quotidien qui se juxtaposent à la pratique sportive pour essayer de faire en sorte que l'environnement justement soit le plus adapté possible et non limitant à la performance sportive.
Alors justement, depuis quand est-ce qu'on commence à s'intéresser à l'équilibre de vie du sportif ? Moi, j'ai pas souvenir que dans des temps plus reculés, c'était une préoccupation en fait dans le monde du sport. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est juste moi qui n'étais pas au courant ? Non, je pense que tu es bien placé pour être au courant de ce qui se passe, notamment à l'INSEP, mais pas seulement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé plutôt sur le tard. Alors après, à te proposer comme ça ou indiquer... je dirais les années pendant lesquelles ça a commencé, c'est un petit peu difficile, mais je dirais que ça doit dater d'une petite vingtaine d'années. En fait, au début, quand on s'intéressait au sport de haute performance, on s'intéressait à des facteurs qu'on estimait être primaires dans l'optimisation de la performance, et sans surprise, c'était plutôt les facteurs qui relevaient des sciences-vie, des sciences de la vie, donc de la physiologie, de la biomécanique. Et on a des auteurs qui appelaient même justement les facteurs qui sont plutôt liés à la psychologie, à la sociologie, qui les ont intitulés qui les ont caractérisés de facteurs secondaires. Alors, bien évidemment, on n'est pas forcément favorable à cette façon de caractériser les différents facteurs. Je pense que les facteurs qui sont liés, les facteurs sociologiques, psychologiques, ne sont pas plus importants que les autres, mais ont autant d'importance que les facteurs biomécaniques et physiologiques. Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé si tardivement, cet intérêt aux facteurs sociaux ? Je pense que quand on voit un athlète, on n'imagine pas forcément l'impact du social, l'impact de son environnement sur ses performances. En tous les cas, on n'imagine pas que ça puisse être entraîné, contrôlé, impactant. Contrairement aux facteurs qui sont plutôt liés à la physiologie, à la biomécanique, et même en psychologie, où on va entraîner l'athlète à optimiser justement ces facteurs. Le social, on peut avoir l'impression que ça nous échappe, et puis qu'il y a des variations très très importantes entre les individus. En réalité, nous, justement, ce qu'on essaie de faire au laboratoire Sport Expertise et Performance, c'est d'identifier les facteurs sociaux qui vont être justement impactants et que l'on va pouvoir mobiliser. Et c'est la même chose avec les autres facteurs. Je parle des facteurs sociaux parce que c'est davantage ma spécialité et que je pense que dans le thème équilibre de vie, ou en tous les cas dans l'intérêt aux travaux sur l'équilibre de vie, il y a eu un intérêt encore plus tardif aux facteurs sociaux pour optimiser cet équilibre de vie, alors que en tous les cas, pour une sociologue, ça paraît être un élément central. Au sein du laboratoire, et c'est ce que tu disais, l'intitulé du thème, c'est « Équilibre de vie des sportifs de haut niveau ». Et là, maintenant, ça fait quelques années qu'on se dit qu'il y a d'autres acteurs qui sont importants dans l'équilibre de vie. Bon, il y a eu beaucoup de travaux, notamment sur les entraîneurs, mais on a aussi constaté que ces travaux étaient moindres et qu'on ne prenait pas suffisamment en compte l'équilibre de vie, notamment du staff. Et c'est la raison pour laquelle, pour le prochain contrat du laboratoire, on a intitulé ce thème, alors c'est pas un changement majeur, mais il s'intitule maintenant « Équilibre de vie », pour pouvoir prendre en compte et s'intéresser à l'équilibre de vie de l'ensemble des acteurs de la haute performance. On s'y est intéressé assez tardivement, mais maintenant, en effet, ça revient un peu plus fréquemment dans les objectifs des institutions, et donc dans le financement de certains travaux. Mais ce qui est un petit peu particulier et paradoxal, c'est que finalement, et on a eu beaucoup d'histoires à ce sujet qui ont été rapportées par les médias, c'est que même en étant dans une situation un petit peu de déséquilibre de vie, puisque c'est aussi parfois ça le sport de haute performance, c'est-à-dire qu'on va dans l'excès aller chercher une performance sportive, donc sortir finalement d'un confort de vie. Et on a pu observer que des sportifs qui vivaient des déséquilibres de vie parfois forts et parfois même déplacés, ils ont rapporté des problèmes de harcèlement parfois très importants, performaient quand même. Et ça, je pense que ça... Bon, c'est lié bien sûr à une méconnaissance, enfin à des problèmes, je dirais, sociétaux au sens large, mais ça peut être aussi, ça n'a peut-être pas participé justement au développement des travaux sur l'équilibre de vie, puisqu'on a constaté que des sportifs réussissaient à performer, même s'il n'y avait pas ce fameux équilibre dans leur vie. Est-ce que ça veut dire que si, d'une manière ou d'une autre, ils arrivaient à remettre de l'ordre dans leur vie, ils pourraient performer encore plus ? Ou est-ce que ces problèmes aussi, entre guillemets, ça peut être un moteur pour eux ? Oui, alors il y a eu des travaux qui ont été un petit peu surinterprétés assez récemment et qui montraient, en lisant trop rapidement l'article, que par exemple, s'il fallait choisir entre deux sportifs qui avaient un niveau, moteur ou de performance motrice équivalent, socialement, il valait mieux, entre les deux, choisir l'enfant dont les parents étaient divorcés. Alors nous, on est bien évidemment éthiquement contre ce type de travaux. Et lorsque des fédérations nous sollicitent pour identifier des facteurs sociaux qui permettraient de sélectionner des individus, on arrête le processus et on leur explique que les facteurs sociaux ne permettront pas de sélectionner des individus, mais ont pour objectif de les accompagner au mieux.
Quand il y a un certain nombre de facteurs sociaux qui sont dans le rouge, par exemple, c'est un risque d'abandon de la pratique. Et ça va me permettre de répondre, alors en faisant un petit détour là pour te répondre. Il s'avère que qu'un certain nombre de sportifs qui ont vécu des situations traumatisantes peuvent être performants. Par contre, il semblerait quand même, dans ce que l'on peut avoir, notamment dans les médias, que sur du long terme, ce soit extrêmement difficile et que ça les mette dans des situations extrêmement délicates avec des arrêts de carrière parfois prématurés. Et puis finalement, éthiquement, est-ce que c'est ce qu'on souhaite aussi quand on entraîne ou quand on pratique du sport de haute performance ? Je ne crois pas, en tous les cas, j'espère pas. Question un petit peu provocatrice. Oui. Quand on voit par exemple les performances des athlètes chinois, oui. Et les performances d'athlètes, mettons, suédois, d'une manière générale, les Chinois ont plus de médailles que les Suédois. Oui. Pourtant, les conditions d'entraînement et de vie en Chine sont globalement inférieures à celles de la Suède. Oui. Donc, est-ce que finalement, la performance n'est pas liée aussi, d'une certaine manière, à la rigueur, la discipline, et pas forcément au bien-être ? Oui, c'est exactement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et je crois que c'est toute la difficulté du sport de haute performance et qui est en train de faire les grands titres dans les médias. C'est-à-dire trouver le juste milieu entre de l'exigence, des répétitions qui vont user le corps, abîmer le corps et performer. On constate qu'en fonction des pays aussi dans lesquels on s'entraîne, on va accepter d'aller plus ou moins loin. Mais c'est vrai que les derniers titres là, dans les journaux sont exactement à ce sujet. C'est-à-dire des athlètes qui se plaignent après coup que finalement les entraînements n'étaient pas appropriés et évoquent notamment du harcèlement. Alors qu'à l'inverse, des entraîneurs peuvent évoquer la nécessité d'exigence, de discipline. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande question sociétale. Après, oui, la Chine a plus de médailles que la Suède. Les États-Unis font partie aussi des nations qui sont très médaillées. Ce sont les États-Unis et la Chine qui sont parmi les plus médaillées. On voit aussi que certaines nations, comme les Pays-Bas aussi par exemple, avec peu d'habitants, sont aussi particulièrement médaillées. Je pense qu'il y a un grand nombre de facteurs qui entrent en compte, mais de là à dire qu'il faut aller aux extrêmes pour performer, d'un point de vue éthique, non, je ne dirais pas que c'est nécessaire, je ne l'espère pas. Après, il est vrai que d'un point de vue, et là c'est plutôt le côté physique, mais ça peut être lié aussi au côté psychologique, on peut avoir tendance à user son corps pendant un temps relativement court, et après se retrouver en difficulté après la carrière sportive. Alors, il y a évidemment la partie recherche dont tu as parlé, mais ensuite, il y a nécessairement une aide plus concrète à la performance. Alors, comment l'équilibre de vie s'intègre à l'aide à la performance ? Et de ce fait, quelles sont les actions concrètes qui sont menées auprès des sportifs et de l'entourage ? Nous, quand on parle de l'entourage, simplement pour faire le point, pour qu'on identifie le périmètre, on travaille très peu avec l'entourage dans le sens entourage familial des sportifs, et je pense que ce serait bien d'aller jusque-là. Mais bon, il nous reste des choses à faire. Après, pour revenir de façon très concrète sur ta question, les éléments applicatifs dans le monde de la haute performance, même lorsqu'on fait de la recherche, sont indispensables à mettre en place. Alors d'un point de vue de la nutrition, l'hydratation, c'est un petit peu plus facile de saisir ce qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire mes collègues qui sont spécialistes du sujet vont réaliser des tests et puis accompagner les sportifs pour qu'ils s'hydratent au mieux, pour qu'ils s'alimentent au mieux. D'un point de vue du sommeil, ça va être la même chose, mais avec des outils qui vont être différents, avec notamment la polysomniographie. Alors là, il faudrait interroger mes collègues sur le sommeil pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Mais tout à l'heure, par exemple, en venant pour tourner le podcast, j'ai croisé un étudiant qui réalise sa thèse sur le sommeil, Maxime Chauvineau, et qui avait dans son bureau des matelas. Des matelas qui permettaient une thermorégulation un petit peu différente de ce que les sportifs avaient l'habitude d'avoir, et qu'il va tester justement avec le pôle badminton pour voir si ces surmatelas ont un intérêt pour optimiser le sommeil des sportifs. Donc là aussi pour le sommeil, je pense que c'est assez facile, entre guillemets, de dire oui, on a des spécialistes du sommeil qui vont mesurer un certain nombre d'éléments, qui vont interroger les sportifs sur la façon dont ils vivent leur sommeil, dont ils vivent aussi la récupération, etc. Donc ça peut être avec des montres, mais ça peut être aussi avec des capteurs, ou encore, entre guillemets, un peu plus simplement avec des carnets de sommeil dans lesquels les sportifs vont compléter, vont répondre à des questions, et ces carnets, les réponses vont être analysées. En psychologie, mes collègues travaillent par l'intermédiaire surtout de questionnaires et d'entretiens avec les sportifs de haut niveau et le staff. En sociologie, on va travailler davantage aussi avec des questionnaires, des entretiens et un petit peu d'observation.
Donc ça, ce sont les outils qu'on utilise, mais concrètement, qu'est-ce que l'on donne aux acteurs du terrain pour qu'ils puissent optimiser leur environnement ? Si je parle des facteurs sociaux, qui est un petit peu plus ma spécialité. Alors on a un premier élément qui est un peu classique et qui n'intéresse pas toujours le monde de la haute performance, mais nous que l'on estime être de notre devoir de transmettre, c'est un rapport vulgarisé des travaux que nous avons menés. Sur les derniers travaux d'ailleurs qu'on a menés, on a pu faire appel à des boîtes de communication qui ont quand même amélioré le support. On sait qu'un rapport peut ne pas être lu, bien évidemment. Donc on associe à ces rapports des présentations PowerPoint qui sont encore plus vulgarisées, plus imagées et encore plus dans l'interaction. Donc ça permet quand même de répondre aux interrogations, soit des membres du staff, soit encore des sportifs. Et globalement, et c'est une grande distinction quand même entre ce qui peut se faire en psychologique et que j'ai évoqué en sommeil, sur les questions du sommeil, et sur les questions de la nutrition. Dans ces trois, si je dis les choses très rapidement, dans ces trois domaines, on va avoir une interaction individuelle et des modifications individuelles. Alors qu'en sociologie, on est quand même plutôt sur une échelle un peu macroscopique et qui va davantage intéresser les institutions, les managers de haute performance que les individus, puisque toutes nos données sont anonymisées et que finalement... nous on est plutôt là pour proposer pour faire un état des lieux du social, de l'environnement de l'athlète, que de lui dire qu'il faudrait procéder différemment. Alors ce que tu dis m'amène à une autre question. Alors ce sont des recherches et des actions qui sont menées, on l'a dit, pour l'équilibre de vie du sportif de haut niveau, et donc son entourage sportif, mais est-ce qu'on pourrait à terme envisager que toutes ces découvertes puisse profiter tout simplement à n'importe qui, du sportif du dimanche à juste mon voisin, pour tout simplement vivre mieux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, pour tout te dire, j'apprends beaucoup de choses de la part de mes collègues et qui peuvent me faire réfléchir sur mon quotidien en termes de sommeil, un petit peu moins peut-être en termes de nutrition, hydratation, mais parce que je m'y suis un petit peu moins intéressée. Mais en réalisant des travaux justement avec Mathieu Nedelec, qui est spécialiste du sommeil, et en essayant justement de mettre en place un travail interdisciplinaire sociologie, physiologie sur cette question du sommeil, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont fait m'interroger sur moi, mon comportement en lien avec le sommeil, éventuellement modifier quelques habitudes de vie. Et moi étant justement une personne lambda, entre guillemets, n'étant pas une sportive de haut niveau, c'est de toute façon tout l'objectif quand même de nos travaux. C'est bien sûr que c'est du sens dans un premier temps pour le sport de haute performance, mais c'est après éventuellement en effet que c'est des applications pratiques pour monsieur et madame tout le monde. Alors Hélène, est-ce que les effets de la notion et l'application concrète d'un équilibre de vie auprès des sportifs de haut niveau est mesurable ? Est-ce qu'elle est quantifiable en termes de performance ? Est-ce que vous avez développé des outils pour ça ? Alors c'est une très bonne question. Et je pense d'ailleurs, pour revenir sur la toute première question qui était depuis quand, une des premières questions, depuis quand on s'intéresse à l'équilibre de vie, je pense que ça a été un frein à l'intérêt à l'équilibre de vie, c'est cette sensation qu'on ne peut pas mesurer l'impact de ce que les chercheurs vont mettre en place. Dans certains domaines du type la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est quand même relativement mesurable. On peut transmettre des chiffres en disant alors voilà, tu as plus ou moins bien dormi, et avec des éléments bien plus précis, bien évidemment de la part des experts. La même chose avec l'hydratation et la nutrition. Nous, ce que l'on fait en sociologie, c'est que, puisqu'on a quand même compris au fur et à mesure de notre ancienneté dans le métier que le monde du sport était friand de chiffres, on utilise systématiquement de prime abord des analyses statistiques pour faire un état des lieux sur le sujet sur lequel la fédération nous questionne. Si je prends l'exemple de la Fédération française d'athlétisme, la fédération nous a rencontrés et nous a demandé si on pouvait leur donner des explications aux moindres performances des athlètes femmes françaises. Et donc on leur a dit, déjà dans un premier temps, on va vous proposer un état des lieux justement des performances femmes françaises en athlétisme. On va comparer ces performances ou ce nombre de médailles finalement aux nations concurrentes. Et on va faire aussi une comparaison à l'échelle des autres sports de la France et des nations concurrentes. Et cet état des lieux statistique, pour nous, on a constaté en tous les cas qu'il était indispensable parce que ça permet justement de donner des chiffres et de montrer qu'il y a un problème. Par contre, on ne sait pas quelle est la réponse au problème et c'est pour ça qu'après, dans un second temps, on mène des entretiens pour comprendre le pourquoi de ces chiffres. J'espère que ça a été assez clair d'un point de vue physiologique pour la nutrition, l'hydratation et le sommeil. D'un point de vue social, au-delà de ces analyses statistiques qui nous permettent de faire un état des lieux, on essaye après d'identifier, c'est ce qu'on fait, on identifie des facteurs sociaux qui vont être redondants
par exemple, dans des cas d'abandon de pratique, qui vont être redondants dans des moments difficiles qui vont freiner l'optimisation des performances. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces facteurs, on montre sans grande surprise à l'institution qui a commandé l'enquête que ce n'est pas un facteur qui justement va engendrer une diminution des performances ou un arrêt de carrière, mais qu'il y a une multitude de facteurs qui sont en jeu. Et après, par exemple, certaines fédérations ont tout simplement créé un tableur Excel, ont identifié les facteurs, et puis ont procédé par couleur, c'est-à-dire que si on avait un sportif, un athlète par exemple, qui avait un projet de formation qui dépassait 30 heures et qui avait du mal justement dans la gestion de son temps d'entraînement et de formation, et bien sur ce facteur formation, il était coloré en rouge. Alors si on a un facteur qui est en rouge, c'est pas forcément problématique, parce que justement on peut avoir une adaptabilité, on peut avoir des athlètes qui souhaitent avoir un projet de formation conséquent, qui peut les rassurer, donc qui peut participer à leur équilibre de vie. À l'inverse, pour d'autres ça peut être problématique, donc c'est pour ça que on procède souvent par cette multitude de facteurs, et si on arrive à 2-3 facteurs qui commencent à être dans le rouge, là ça permet d'avoir un petit, une petite sonnette d'alarme dans l'esprit du staff. Alors, je résiste pas à l'opportunité d'avoir une sociologue dans le studio pour poser une question subsidiaire. On a remarqué, tu l'as sans doute remarqué aussi, Hélène, c'est que la pratique sportive dans les clubs a baissé suite à la fin des restrictions Covid, suite à la période Covid. Comment tu expliquerais ce phénomène ? Pour moi, l'élément majeur, mais ce serait à vérifier bien évidemment, et j'ai pas les études en tête, mais la pratique sportive peut faire partie des habitudes de vie, ou pas. Et finalement, avoir cette pratique sportive de façon, entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression naturelle, donc plutôt peut-être culturelle, c'est-à-dire prendre l'habitude dès sa tendre enfance, à l'école primaire, à la sortie de l'école, d'aller dans le club de sport, d'y aller entre amis, d'être accompagné par un parent, etc. C'est une habitude qui a été perdue, donc qui peut être difficile à remettre en place, surtout quand justement on peut s'approcher de l'adolescence, et on sait que c'est une période à l'adolescence par exemple où on arrête de façon assez importante la pratique sportive. Donc peut-être ce côté habitude, la proximité peut-être aussi physique a éventuellement engendré des craintes de transmission de virus, parce que c'était quand même quelque chose sur du très long terme pour lequel on n'a toujours pas eu forcément toujours de réponse encore aujourd'hui. Donc je dirais oui, peut-être ces éléments autour des habitudes de vie, et le deuxième sur le fait que la pratique sportive nécessite d'être en interaction et donc en proximité avec d'autres individus, et qui était un des éléments facilitateurs de transmission du virus. Eh bien, merci Hélène pour ce tour d'horizon de l'équilibre de vie du sportif. Alors, ce n'était qu'un premier numéro, on va rentrer un peu plus dans les détails au fil des épisodes suivants. Donc, merci de tes lumières, et puis au plaisir de te retrouver à ce micro. Merci Sylvain, et notamment aussi pour cette première expérience pour moi d'un podcast. À bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, Sport Équilibre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.